Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 avec Philippe David. Ça va mon cher Philippe? Ça va très bien Cécile, et vous, un petit problème de voix? Non, pas du tout, je sais pas pourquoi vous dites ça. Avec Philippe Bilger qui était avec nous. Bonsoir mon cher Philippe. On est ravis de vous... Bonne heure du vendredi. Nous aussi. Virginie Calmel, c'était avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Virginie, présidente fondatrice de Futurae, cette école supérieure des technologies de demain, et présidente de Croissance Plus. Et vous, au 0826 300 300, on sera ravis de vous accueillir au sommaire de cette émission. Donc on va revenir sur ces 29 avocats qui ont déposé plainte contre Gérald Darmanin pour prise illégale d'intérêt. Il lui reproche d'avoir exprimé en annonçant sa visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé un soutien contraire au devoir de neutralité de sa fonction. Et on vous pose cette question. Plainte d'un collectif d'avocats contre Gérald Darmanin est justifiée de l'opportunisme ou sans avis? Désormais vous dites à 26% que c'est justifié, à 61% que c'est de l'opportunisme, et à 13% vous êtes sans avis. Moi je le dis, je le répète, il n'y avait pas besoin de porter plainte pour une histoire pareille. Franchement, les avocats feraient mieux de se consacrer à d'autres causes, à mon avis, plus importantes. Et la députée socialiste Céline Hervieux a déposé ce mardi une proposition de loi visant à instaurer le droit de vote dès 16 ans pour les élections municipales. Et on vous pose cette question, êtes-vous favorable au droit de vote à 16 ans pour les municipales? Vous dites non à 95%. Et moi je le dis, c'est on n'a pas l'âge pour voter à 16 ans, on paye pas d'impôts, on vit chez papa-maman, on connaît en général pas grand-chose à la politique. Donc passe ton bac d'abord, comme disait le titre d'un film. On vous souhaite la bienvenue et bon accueil avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h30. Mais j'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité. Évidemment, c'est mon rôle. Qui comprendrait que le garde des Sceaux ne s'inquiète pas de la détention d'un ancien président de la République, comme de n'importe quel autre détenu. Et donc mon rôle est évidemment de s'assurer de cette sécurité. Je suis le chef de cette administration. Nicolas Sarkozy est un détenu extrêmement sensible pour l'administration pénitentiaire. Le travail de protection doit être important. Donc je remercie le travail sous l'autorité du procureur, de la procureure générale de Paris, le travail de l'administration pénitentiaire que nous sommes en train de terminer, de finaliser, pour que l'incarcération et le temps que passera Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé se garantissent sa totale sécurité. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, Darmanin à la justice, ça frotte. Hein. Absolument, mais alors je ne serais un peu plus réservé que notre ami Philippe. D'abord, j'aime beaucoup le garde des Sceaux qu'est Gérald Darmanin, et je le dis de manière très convaincue. Il fait un travail remarquable. Ensuite, il me semble que Gérald Darmanin a cette qualité, mais qui, poussé à la caricature, peut devenir un défaut. Il a un grand courage intellectuel et une liberté d'expression qui est totale. Et en tant que garde des Sceaux, il devrait davantage respecter ce que j'appellerais les apparences. Il peut en effet donner l'impression que par son comportement, certains propos antérieurs et plus généralement son lien fort avec Nicolas Sarkozy, il sort un peu du champ très étroit dans lequel un ministre de la Justice doit se mouvoir. Alors, est-ce que ça justifie la saisine de la CJR? Sans doute pas, mais il faut qu'il fasse attention à ça. Vraiment. Virginie. Cette plainte, elle est déposée pour prise illégale d'intérêt. Et la prise illégale d'intérêt, je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, c'est que s'il y a un intérêt personnel, c'est-à-dire qu'on est en train de sous-entendre qu'au fond, Gérald Darmanin tirerait bénéfice personnel de cette visite. Donc c'est quand même ahurissant parce que, évidemment, moi je pense pas qu'il y ait un intérêt politique, et en plus on voit bien que ça crée de la controverse. Donc de toute façon, ce qui gagne d'un côté, il le perd de l'autre. C'est tellement clivant, c'est tellement... Bien au contraire, voilà. Je pense qu'au contraire, ça lui nuit plutôt. Ça montre, au contraire, je pense que on est dans l'humanité là, on est dans l'amitié, on est dans le respect, et on est aussi dans son rôle qui est que, imaginez demain s'il arrivait quelque chose à Nicolas Sarkozy en prison. Et alors là, je peux vous dire que les mêmes qui sont en train d'attaquer Gérald Darmanin sur le fait qu'il visite l'ancien président de la République seraient les premiers à dire que c'est scandaleux, l'institution pénitentiaire n'a pas fait son job, il fallait protéger, et ainsi de suite. Donc on est quand même dans un grand théâtre en ce moment, d'ailleurs on est habitué.
c'est une grande farce. C'est plutôt un grand cirque. Un grand cirque, absolument. Où là, franchement, je trouve que c'est même assez grave qu'on aille lui reprocher de faire ce qu'il explique assez bien. Il me semble qu'il est dans son rôle, que visiter, d'ailleurs, pas forcément que Nicolas Sarkozy, mais d'autres détenus fait partie de sa mission. Mais on peut quand même pas ignorer complètement que Nicolas Sarkozy n'est pas non plus n'importe quel détenu. C'est un ancien président de la République. Du coup, ça crée encore plus peut-être de danger de sécurité. Moi, je n'y vois franchement rien à redire. Au contraire, et je rejoins ce qu'a dit Philippe Bilger. Je pense qu'on a la chance d'avoir un garde des Sceaux qui est actif, qui fait beaucoup pour sa mission, et que comme toujours, dans ce pays, on veut essayer de trouver des controverses là où moi je n'en vois pas. Une légère contradiction, ma chère Virginie. L'intérêt amical peut faire partie aujourd'hui du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que on peut concevoir qu'il met en avant son amitié pour Nicolas Sarkozy pour justifier des propos et des comportements qui, selon les avocats, constituent en quelque sorte un préjugé implicite en sa faveur dans le cadre de l'appel à venir. Je trouve que ça n'est pas complètement aberrant, me semble-t-il. Non, mais alors là, déjà, moi, ça m'incite à penser deux choses. Déjà, quand on voit la raison pour laquelle Sarkozy est en prison pour association de malfaiteurs. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir sur l'association de malfaiteurs, parce que quand des gangs mafieux se réunissent, là, c'est vraiment de l'association de malfaiteurs. Est-ce qu'on peut parler d'association de malfaiteurs dans ce cas de figure? Oui, de mon point de vue. Du vôtre. La prise illégale d'intérêt. Alors, je vais vous prendre un exemple de prise illégale d'intérêt. Vous êtes actionnaire d'une société, d'accord, patron, vous êtes élu dans une ville et vous faites avoir les contrats de votre ville à votre entreprise. Ça, c'est de la prise illégale d'intérêt. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'a fait Gérald Darmanin ? Pour moi, aucun rapport. C'est comme l'association de malfaiteurs entre des mafieux et Sarkozy, parce qu'il a vu, comment il s'appelle, Guéant et Hortefeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, vous pouvez pas aller, tout à fait exact. non, vous pouvez aller voir plus loin, de dire que de s'occuper de Nicolas Sarkozy, sachant qu'il a des ambitions peut-être présidentielles, d'aller choyer un électorat de Sarkozy. Oui, mais il n'est pas officiellement déclaré candidat et nous ne sommes pas en campagne présidentielle. La campagne n'est pas ouverte. C'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Et je termine mon histoire. Oui, bien sûr. Rappelons que Gérald Darmanin, quand même, est garde des Sceaux. C'est-à-dire que si la plainte est enregistrée, il va être jugé par la Cour de justice de la République. Alors que pour moi, la Cour de justice de la République, c'est fait pour juger les choses particulièrement graves commises par un ministre dans l'exercice de ses fonctions. La première fois où elle s'est réunie, c'était pour le sang contaminé. Désolé, le sang contaminé, il y avait eu des centaines de morts. C'était quand même une autre histoire que la visite de Sarkozy en prison. Et moi, je me dis que ces avocats ont envie de faire parler d'eux, parce que c'est toujours bon de se faire Sarkozy, qu'on le veuille ou non, mais que franchement, ils auraient peut-être autre chose à faire, soit dit en passant. Oui, puis il souligne un peu comme s'il y avait, La réponse dans un instant. On commande dans un instant, comme ça. On reviendra sur ce que vous avez dit, Philippe, pour laisser répondre Virginie Calmels et Philippe Bilger. Et vous, au 0826 300 300. J'aime ce rôle, merci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Avec Philippe David, on est ensemble avec nos vraies voix jusqu'à 19h30. Et vous, au 0826 300 300, ça débat ici. Et c'est plutôt pas mal avec Philippe Bilger qui est avec nous et qu'on est ravis d'avoir. Et puis aussi Virginie Calmels, elle est très en forme le vendredi. Présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain. On en parlera, on dira un petit mot, et présidente de Croissance Plus. Et on revient sur cette plainte. Vous disiez, faites-nous un petit retake. Prise illégale d'intérêt. Faites-nous un petit retake pour ceux qui nous ont pas entendu il y a quelques instants, pour qu'on puisse avoir la réponse de nos vraies voix. Je trouve que le terme la plainte pour prise illégale d'intérêt, de la prise illégale d'intérêt, ce n'est pas ça. La prise illégale d'intérêt, je prends un exemple. Vous êtes élu, vous avez une entreprise et vous faites avoir les chantiers publics de la communauté de communes ou de la commune ou ce que vous voulez, où vous êtes élu pour votre entreprise. Ça, c'est de la prise illégale d'intérêt. Mais allez voir Sarkozy en prison, parce que peut-être il aurait pour ambition d'avoir l'électorat Sarkozy dans une présidentielle dans 1 an et demi.
permis. Mais si ça, c'est de la prise illégale d'intérêt, moi, je peux vous dire qu'à l'époque, on avait le qui c'est qui l'a dit, j'en ai vu des choses. Hein. Prise illégale d'intérêt, corruption active, corruption passive, détournement de données numériques. Il y en a 2 dans ce studio, ils partent directement en prison à la fin de l'émission. La prise illégale d'intérêt, avant que Virginie réponde, ça peut être aussi le fait que le comportement de Gérald Darmanin, vous l'avez un peu dit, ma chère Cécile, c'est le fait d'exercer une influence sur l'arrêt à venir. Parce que c'est ça qui compte aussi. Alors c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que justement en creux, ça soulignerait qu'il pourrait y avoir un problème avec l'indépendance de la justice. Et ça, franchement, je trouve que c'est hyper tordu, parce que là encore, c'est pas parce que le garde des Sceaux, une fois, on a bien compris que c'est une visite exceptionnelle, il va pas y aller tous les 4 matins, va voir Nicolas Sarkozy en prison, ça pourrait avoir un effet sur l'indépendance de la justice. Franchement, il n'y a pas de prise illégale d'intérêt, parce que ça, c'est l'intérêt personnel, et on ne voit pas bien quel est l'intérêt personnel de Gérald Darmanin. Et 2, pour moi, je ne vois pas d'incidence sur l'indépendance de la justice. Et au contraire, je pense même que ça pourrait jouer contre Sarkozy, parce que certains juges vont peut-être se dire, ceux d'appel, tiens, on va pouvoir se faire d'un seul coup Sarkozy et le garde des Sceaux. Donc je pense que si ça joue peut-être plutôt dans l'autre sens. Si ça va être une autre couleur politique, une autre couleur politique en disant ce geste est un geste institutionnel peut-être ou humanitaire, est-ce que on l'aurait pris plutôt dans ce sens-là ? Franchement, en ce qui me concerne, ma chère Cécile, j'aurais dit rigoureusement la même chose. Je regrette simplement que Gérald Darmanin ne se soit pas arrêté à la seule explication qu'évoquait Virginie et que je partage, c'est-à-dire vérification des conditions de sécurité. Là, c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Depuis le début, d'ailleurs, il ne cache pas, Gérald Darmanin, qu'il a une appétence très amicale pour lui et qu'il se fiche de la réserve du garde des Sceaux comme il s'agit de Sarkozy. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre, cher Philippe, c'est-à-dire qu'il est dans ce rôle, il va vérifier effectivement les conditions de sécurité pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Imaginez qu'il arrive quelque chose à l'ancien président. Ah ben là, c'est une affaire d'État. Bien sûr, donc il est dans son rôle et en même temps, il n'est pas dans l'hypocrisie, justement. Il rappelle qu'il a des liens amicaux, il s'en est jamais caché, il a toujours assumé, depuis même qu'il a rejoint la Macronie et qu'il a exercé quand même des ministères éminents. Moi, je trouve qu'il est au contraire dans une forme de transparence qui est appréciable de nos jours, c'est-à-dire il y a bien sûr son rôle, il y a la sécurité et il y a aussi, parce que je pense que ça compte, l'humanité, le fait d'avoir un lien. Il va pas faire semblant de ne pas le connaître bien et de ne pas être un de ses proches. Mais surtout que, alors on me dira, un ministre, il est ministre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et même 366 jours par an les années bissextiles, mais il peut aller voir un ami en prison, en personne, pas sous la fonction de garde des Sceaux. Je vois pas en quoi ça poserait problème. C'est difficile de détacher l'homme de la fonction. Voilà, absolument. Je suis très étonné, ma chère Virginie, de la part de Philippe, ça m'étonne moins. Non, mais je le dis sans ironie, parce que je vous pense en général plus sensible à la déontologie ministérielle. Là, il contredit un devoir de réserve et de retenue. Mais non, puisqu'on vient de dire qu'il fait aussi dans le cadre de ses fonctions et de veiller à la sécurité. Mais est-ce qu'il peut faire les deux ? Il n'y a pas que la visite, Virginie, qui a créé le problème. Les propos antérieurs, la visite elle-même, et je dirais tout ce qui, à partir de là, peut être induit de son préjugé. C'est cela qui me paraît central. Mais bon. À ma connaissance, il ne s'est pas exprimé directement sur le jugement. Si, le jugement, non. Mais avant, il avait déjà dit. Il a dit j'irai visiter Nicolas Sarkozy. Oui, mais ça ne me choque pas une fois encore. Pour moi, c'est l'application de son rôle, tout en soulignant. Je veux dire, ce qui serait embêtant, c'est s'il interférait dans le jugement, s'il donnait le sentiment de faire pression sur les magistrats. En tout cas, il a déploré le jugement. Oui, mais c'est un avis a posteriori. Mais vous avez parlé, Philippe Bilger, j'ai noté du droit de réserve et de retenue. Bien sûr.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que les magistrats, tous, appliquent ce droit de réserve et surtout ce devoir de réserve et de retenue. Parce que je me souviens d'un syndicat de magistrats qui avait fait un mur des cons sur lequel vous étiez, et pour bien vous connaître, je peux vous dire que vous n'êtes absolument pas con et que donc vous n'y aviez absolument pas votre place. C'est gentil. Mais même peut-être un peu trop intelligent, peut-être. Rien que ça justifie votre... Alors, excusez-moi, c'est pour ça que quand je vois certains magistrats qui prennent des airs de vierge effarouchés en disant mais c'est scandaleux que Darmanin ou d'autres politiques soutiennent Sarkozy, quand on voit comment ils se sont comportés avec des gens comme vous, ou même le plus abject, avec des pères de victimes, de filles qui avaient été violées et tuées, qui étaient mis sur le mur des cons parce qu'ils avaient créé une association d'aide de défense aux victimes. On est quand même chez les fous. Reconnaissez, mon cher Philippe, que le rapprochement est un peu incongru. Non, il n'est pas incongru. Parce que vous savez, c'est toujours les gens les plus grands donneurs de morale qui sont en général ceux qui ont les arrière-cuisines les plus dégoûtantes. Et permettez-moi de vous dire que quand je vois certains qui prennent des airs de vierge effarouchés, parce que certains, et je ne l'ai pas systématiquement défendu, vous en êtes tous témoins, défendre Sarkozy, ils prennent l'air outré, l'indépendance de la justice, le machin, le truc. Je constate que quand les juges du mur des cons ont été jugés, ils n'ont pas pris une peine fondamentale. Voilà, et ben on est bien d'accord. Donc le droit ou le devoir de réserve et de retenue, ça marche pour tout le monde ou ça marche pour personne. Tout le monde n'est pas ministre. Non, mais tout le monde n'est... À chaque fois, avec beaucoup de talent, votre indignation mélange des sujets. Et là, je trouve que vous dépassez un peu le cadre strict de notre objet. Faites attention, je vais finir par dire que vous avez votre pas sur le mur. J'aurais été malheureuse de ne pas y être. Ça veut tout dire. Merci les amis, allez tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir François-Louis. Bonsoir. Un avion détruit leur voile sur le Transat Café L'Or. C'est un accident hors du commun auquel on n'a pas vraiment envie de croire en fait. En pleine Transat Café L'Or, dont Sud Radio est d'ailleurs partenaire puisqu'on suit nous-mêmes nos skippers, un avion de tourisme, un Falcon 50 pour être précis, a littéralement éventré la voile d'un bateau de course. Une grande frayeur pour Caroline Dieu et Jérôme Delire, qui sont le jeune couple en fait de skippers qui ont réalisé leur toute première traversée transatlantique. Heureusement, le duo belge a su remettre un peu d'ordre à bord et faire maintenant route vers la Corogne pour tenter une réparation de fortune. C'est un accident assez exceptionnel et apparemment il y a même d'autres informations qui viennent de tomber et c'est Pierre-Yves Martens qui va nous en parler. Il est journaliste nautique et attaché de presse des deux skippers, donc de Jérôme Delire et Caroline Dieu. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous en tout cas, Pierre-Yves. Alors, on vient de me dire qu'il y a un communiqué qui est tombé justement, mais avant toute chose, est-ce que les deux skippers vont bien ? Est-ce qu'ils vont bien mentalement et physiquement ? Oui, je vous rassure, les deux skippers vont bien. Ils sont à une dizaine de milles de la Corogne. D'accord. Donc ils vont arriver d'ici, on va dire, une bonne heure. Et ils ont l'air d'être tout à fait sereins, heureux et parfaitement conscients de ce qui leur est arrivé et de ce qui leur attend. Ouais. Et justement, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle qui venait de tomber au sujet de cet avion qui les a survolés, parce que c'est assez impressionnant de se dire qu'un avion, un Falcon 50, les a survolés d'aussi près pour faire une photo. Est-ce qu'on en sait plus sur ça ? Alors oui, manifestement on en sait beaucoup plus, mais c'est vraiment très récent. Donc il semblerait que ce soit un Falcon 50 de l'armée de l'air française qui était sur zone pour surveiller les déplacements de différents bateaux. Il aurait été attiré ou signalé, enfin aurait vu ce bateau, le bateau des Belges, parce que le bateau n'émettait pas de signal AIS, ce qui est normalement obligatoire dans cette zone de navigation. L'avion se serait dirigé vers le bateau, donc le classe 40, et aurait repéré que ce bateau partait à la gîte d'une façon un peu trop forte, c'est-à-dire qu'il partait au tas, comme on dit dans les termes marins, et qui se serait inquiété de la part de savoir si tout le monde allait bien à bord, et donc ils auraient survolé à 2 ou 3 reprises, mais à des hauteurs totalement respectives, parce que bien sûr l'armée a des instructions excessivement précises par rapport à ça. Mais donc, le communiqué de presse de l'armée précise que le bateau serait parti à la gîte avant que le Falcon 50 survole le voilier. Ce qui n'est pas du tout la version des Belges. Qu'est-ce qui a causé en fait justement ces dégâts ? Parce qu'on est d'accord que l'avion n'a pas touché directement la voile. C'est en fait trop de vent. Comment ça s'est produit pour qu'on comprenne bien à l'antenne ? Écoutez, il y aurait... Non, il faut voir quelle est la vérité, bien sûr. Moi, je ne suis pas à bord, donc je ne sais pas, mais c'est certain qu'il y a un avion qui passe à une hauteur
proche d'un voilier peut en effet créer une survente qui peut avoir des effets dans les voiles et donc envoyer au tapis un voilier. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, au moment où le bateau est parti à la gîte et est parti au tapis, il y a eu une grosse pression dans la voile et la drisse de SPI aurait glissé quelque part de son support, et donc le SPI, cette voile d'avant, serait tombé à l'eau et ensuite aurait coulé et serait passé sous le bateau, ce qui aurait occasionné bien évidemment tous les dégâts sur la voile qui l'aurait rendu en lambeaux. En fait, c'est un peu ça. Si jamais il était vérifié que c'est bien l'avion qui a heurté cette voile, quels sont les recours finalement pour les navigateurs ? Oui. Mais je pense que les navigateurs doivent d'abord porter plainte par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, mais je pense que l'armée française, l'armée maritime française a, d'après moi, tous les éléments en main pour prouver qu'ils n'ont pas occasionné ce genre de dégâts. Non, mais même dans la course, si toutefois c'était le cas par rapport à la course, est-ce que ça devient un aléa comme tous les aléas ? Écoutez, franchement, je crois que c'est un cas d'école. Ah oui. D'accord. Surtout, c'était probablement dans les eaux internationales. Donc, où est-ce qu'on porte plainte si c'est pas dans les eaux espagnoles, c'est pas en Espagne? En même on va temps, pas les porter plainte à l'ONU. Mettez-vous à leur place de dire j'ai été navigateur et j'ai été heurté par un Falcon. C'est difficile à faire comprendre. Ça, c'est rare. Hein. C'est une première. C'est vraiment une première. Je suis curieux de voir quelle va être l'issue de l'histoire. Mais j'imagine bien qu'une fois qu'ils arriveront à quai, ils vont devoir s'expliquer et donner beaucoup plus d'explications par rapport à ce qui s'est exactement passé. Maintenant, c'est dommage qu'évidemment qu'il n'ait pas pris d'image de vidéo de cet avion qui survole. Ça aurait pu bien sûr réduire énormément de choses. Parce que là, pour l'instant, on est entre deux questionnements. Est-ce que l'armée dit la vérité? Est-ce que ce sont les écouteurs belges qui disent la vérité? Là, malheureusement, je suis incapable de vous donner le dira, bien entendu. C'est marrant parce qu'on a une vieille qui s'appelle Pierre-Yves Martin ou c'est Pierre-Yves Mertens. Vous devez être son frère jumeau belge quelque part. Je serais ravi de faire sa connaissance. Avec plaisir. Vous êtes aussi talentueux l'un que l'autre. Merci beaucoup Pierre-Yves Martin, journaliste nautique belge et attaché de presse des deux skippers Jérôme Délire et Caroline Dieu. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe David. L'Assemblée nationale a dit Tag Zuckman afuera. Philippe Bilger. Alors vous m'avez autorisé, mes amis, changer mon actu. Je vais parler de la manière miraculeuse dont j'ai retrouvé ma sacoche cet après-midi. Et la France est aux aguets pour avoir que ça. Virginie Calmels. Moi je vais parler de liberté et fiscalité. Halte au feu. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Et nous sommes ensemble joyeusement jusqu'à 19h30. Afuera. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile Doménibus, Philippe Bilger, en pleine forme. Virginie Cal. Oui. C'est une parfaite ambiance, j'adore. Surtout que je suis très jaloux. Vous aviez dit que vous aviez vos idéaux à côté de vous. Philippe Cécile Bilger. et Virginie, rien pour moi. Mais ne vous avancez le crâne. Ne vous avancez pas trop sur la parfaite entente. Hein. Ça peut déraper, vous le savez quand même. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Bienvenue dans votre cours d'anglais de la collection Objectif Langue aux éditions Assimil. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Great, best, worst. It is ridiculous. Everything before. C'est du russe, non? Mon accent est parfait. J'adore. Ah bon? De l'actualité. Allez, on le fait en français. Philippe David. Si vous voulez un prof d'anglais pour Futurae, vous savez à qui vous adressez désormais. Virginie me l'a déjà proposé. Voyons. Et comme il est modeste, il a dit non. Alors, vous avez entendu, afuera, c'est ce qu'a dit l'Assemblée nationale il y a quelques minutes sur la taxe Zuckman. Alors, elle a dit non à 228 voix contre et 172 voix pour. Alors, Gabriel Zuckman a dit « Je ne suis pas déçu, car ça finira par voir le jour ». Alors, je dois dire que je ne comprends pas comment on a pu faire une telle pub à une taxe complètement, je vais faire du Chirac, abracadabrantesque, puisque pour payer les impôts, il aurait fallu pour certaines personnes donner du capital à l'État, qui ne sait pas gérer, ça on en a la preuve, et en contrepartie,
prendre un crédit pour pouvoir payer leurs impôts. J'imagine la tête de votre banquier que vous allez voir en disant voilà, j'ai 2% de mon patrimoine qui est virtuel à payer, il me faut tant d'argent pour payer mes impôts. Le banquier lui aurait dit cher monsieur, au revoir, et le monsieur ou la madame, en contrepartie, aurait dit je ferme ma boîte et je l'emmène en Belgique ou au Luxembourg, pas très loin, hein, pas besoin d'aller aux USA ou en Chine, sous des cieux beaucoup plus intéressants fiscalement. Mais où c'est le pire, c'est quand même que je pense qu'il aurait fallu rebaptiser Radio France et France Télévisions RTTZ, Radio-Télévision Tax Zuckman, puisque depuis des mois, on y a eu droit matin, midi et soir. C'était la grand-messe de Gabriel Zuckman. Les députés ont dit afuera. J'espère qu'une chose, c'est qu'il se trompe quand il dit ça finira par voir le jour. Oui, que ça voit le jour en Allemagne, en Italie, ça détruirait nos concurrents, ce serait vraiment parfait. Le plus piquant, c'était de voir la jouissance narcissique avec laquelle Gabriel Zuckman, rentré dans la célébrité, goûtait ses émissions. C'était hallucinant. Il faut dire qu'on lui cirait les pompes dans tout. Oui, alors, mais excusez-moi. bon, tout de même. Non, ce qui est grave, c'est que ça a mis un drôle de climat, parce qu'on a essayé de stigmatiser ceux qui réussissent, qui gagnent de l'argent. Et je pense que notre pays, en ce moment, n'a vraiment pas besoin de ça. On a au contraire besoin de rappeler que c'est très noble et très formidable d'entreprendre, de prendre des risques. De temps en temps, il y en a qui gagnent très bien leur vie, mais comme vous le rappeliez tout à l'instant, on peut avoir une entreprise très bien valorisée qui finalement ne rapporte pas encore d'argent, et l'actionnaire, lui, n'a pas forcément les moyens de s'acquitter d'une telle taxe. Mais ce que je trouve un peu grave, c'est que voilà, il a détourné complètement le débat sur le budget. On n'a plus parlé que de cette taxe Zuckman, et j'avoue que ça va quand même être très agréable de voir ce que les socialistes vont faire, alors qu'ils se sont depuis 2 mois battus en expliquant que c'était la taxe Zuckman ou rien. Maintenant qu'elle est rejetée, eh bien, vont-ils avoir le courage de retourner aux urnes, ou au contraire vont-ils finalement expliquer que bon, c'est pas si grave parce qu'ils ont eu encore gain de cause? Ce qui est vrai, c'est que les milliards pleuvent de nouvelles taxes pour les Français. Pardon, Philippe Bilger. Vous avez été très aimable de me permettre une anecdote, parce que j'ai promis à une famille d'en parler à Ouvrez-Voix. C'est plus qu'une anecdote. Je fais un excellent déjeuner avec quelqu'un que je vous recommanderais, un grand patron qui s'appelle Alexandre Sobo. Déjeuner, j'ai mon imperméable et ma sacoche à côté de moi. Je me lève, je prends mon imperméable, je prends ma sacoche et je vais doucement vers le métro Trocadéro. Je laisse bêtement, je monte dans le métro et je laisse ma sacoche sur le siège à côté. Et tout à coup, dans le métro, je me rends compte que je n'ai plus ma sacoche. Je descends à Porte de Saint-Cloud, j'appelle un ami totalement impuissant, je laisse des messages et je décide de revenir au Trocadéro en taxi. Et là, alors que je suis désespéré, je vois que le restaurant n'a pas ma sacoche, je reviens vers le métro Trocadéro et là, je vois une famille extraordinaire française d'origine algérienne qui tient ma sacoche et qui s'apprêtait à prévenir les autorités en disant « On a la sacoche de Philippe Bilger ». Des gens adorables dont la mère s'appelle Eugénie Ilmy. Je leur ai promis d'en parler, mais vraiment adorables. Et vous ne pouvez pas imaginer, Marseille, mon cher Philippe, à quel point, lorsqu'on retrouve un objet dans lequel j'avais des choses essentielles, à quel point on ne parlera pas des livres qu'il y avait dedans. Ouais, l'allégresse vous envahit. Et je voulais en parler. Merci, ma chère Cécile, de me l'avoir permis. Et bravo à eux. Et cette famille était adorable. Bravo à eux. Vous savez, ce qui me navre, c'est d'être obligé de parler de ça, ce qui devrait être naturel. C'est ça qui est dingue. Vous avez raison de les célébrer parce que c'est tellement rare, mais Cécile, ça devrait être naturel. Le hasard miraculeux qui fait qu'allant de nouveau vers le Trocadéro, ils sortent et ils me rencontrent.
Je vais finir par croire, j'ai une sorte d'ange gardien, en plus de celui de Philippe David. Non, en tout cas, c'est très élégant de leur part. Et une bravo. Anecdote très singulière. Bien entendu, mais c'est bien. Voilà, j'aime bien ce type d'anecdote. Ça va frotter un petit peu plus avec Virginie Calmels. Non, pardon, mais je n'ai pas cette anecdote formidable de Philippe aujourd'hui. J'ai plutôt envie de revenir sur, malheureusement, tout ce qui se passe. Vous le savez, au nom de la stabilité, on a des députés qui surtout sont prêts à voter encore davantage de taxes, à rapporter tous les soirs un scalp fiscal pour détricoter toute la politique pro-business qui a pu être menée dans notre pays. Et donc, c'est l'avalanche. Donc, vous le savez, 25 milliards en plus pour les grandes entreprises par-ci, 1,6 point de CSG par-là, quelques milliards d'augmentation du coût du travail à la sauvette, et puis le lot de surprises en tout genre dans cet examen budgétaire. Mais ce qui m'embête le plus, c'est bien sûr les aspects financiers, mais pas que, parce que en tant qu'entrepreneur et surtout en tant que citoyenne, moi je suis inquiète pour nos libertés. Alors je sens que Philippe se dit, mais quel rapport en fait entre fiscalité et liberté? Qu'est-ce que la liberté a à voir dans tout ça? Et en fait, la réalité, c'est que je pense que ce n'est pas qu'une affaire financière, bien sûr, on l'a maintes fois expliqué, mais c'est aussi quelque part un problème de liberté, parce que, vous le savez, plus de la moitié de la richesse dans notre pays est captée par l'État. Mais au-delà de ça, dans le budget, on a aussi, et on le voit dans la tête de nos élus, dans la tête de ceux qui votent aujourd'hui les lois, on voit fleurir une volonté assez malsaine de puissance et d'emprise directement sur la vie des gens. Et notamment via la fiscalité, qui est un outil puissant pour cela. Donc on l'a vu sur les entreprises, on vous explique combien maintenant vous aurez le droit d'avoir sur votre compte en banque avec la fameuse trésorerie dans les holdings, à quoi doit servir cet argent, on nous explique est-ce qu'on a bien rempli le CERFA pour dire exactement ce que l'on va faire. C'est toute la liberté d'entreprendre qui est un peu remise en question, alors que c'est un principe constitutionnel, et on voit combien ils sont en train d'essayer de vouloir mettre d'une façon ou d'une autre nos entreprises sous tutelle. Moi, j'ai entendu sur les plateaux télé des gens qui disaient il va falloir aller regarder ce qui se passe sous le capot des entreprises. Mais plus grave encore, c'est pareil pour tous les citoyens. Et en fait, derrière toute cette fiscalité, on a l'impression qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent élégamment la fiscalité comportementale. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer quoi faire, on va vous expliquer comment orienter vos comportements. Donc ça, c'est bien sûr les plus-values, par exemple, sur tout ce qui touche à la résidence principale, mais c'est aussi ce que vous mangez, ce que vous fumez, la façon dont vous vous comportez. Et puis, il y a un côté hyper infantilisant. C'est si tu es sage, tu auras un bonbon, sinon tu seras privé de dessert. Et on est vraiment là dans quelque chose qui, pour moi, est une façon de mettre de plus en plus, petit à petit, nos vies sous une influence, sous une emprise, sous tutelle de la politique, sous tutelle, exactement. Alors la stabilité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Déjà, ça nous coûte fort cher chaque jour qui passe, mais en tout cas pour moi, pas au prix de la liberté. Merci beaucoup Virginie Calmels. Et Sébastien Lecornu est en train de dire que la taxe Zuckman est un impôt miracle, que le Conseil d'État n'est pas une taxe constitutionnelle, et qu'aucun impôt ne peut obtenir un rendement de 15 milliards. En tout cas, aucun impôt constitutionnel. Voilà, vous restez avec nous. Dans quelques instants, l'info en plus. Plus de la moitié des produits vendus par Chine ou Temu présentent un risque pour les consommateurs, dénonce en tout cas l'UFC Que Choisir. On en parle dans un instant avec François-Louis Bourneau. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Juste pour vous dire, c'est que jusqu'à 19h30, vous avez la possibilité de nous envoyer un SMS
pour remporter un très joli cadeau puisqu'on vous propose une montre Kelton. C'est la marque icône pop de l'horlogerie française et ça ferait un beau cadeau en tout cas dans l'objectif de Noël par exemple. Alors pour être peut-être tiré au sort, vous pouvez écrire Sud sur votre SMS SUD et vous l'envoyez au 7 20 18. Sud que vous envoyez au 7 20 18. Ce sera peut-être vous et on sera très content de vous l'offrir. En attendant, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et François Louis, plus de la moitié des produits vendus par Chine ou Temu présentent un risque pour les consommateurs. C'est ce que dénonce UFC Que Choisir. C'est pas du on n'y croit pas, mais presque. Ouais, presque. UFC Que Choisir a en effet révélé que 2/3 des produits vendus sur les plateformes chinoises Chine et Temu sont non conformes aux exigences européennes ou présentent un risque réel pour les utilisateurs. On est avec Cyril Brosset, qui est chef de rubrique Nouvelles technologies au magazine Que Choisir et auteur de cette étude. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril, merci d'être avec nous. Alors moi, quand je vois ces chiffres, moins 69% des produits testés ne respectent pas les exigences européennes, c'est quand même des chiffres qui sont totalement fous. Comment on peut se retrouver aujourd'hui avec un tel niveau de non-conformité ? Oui, alors c'était pas sur tous les produits Chine, pas sur le produit testé. On en a acheté 162 effectivement et 69% sont non conformes et même dans certaines catégories, quand on parle juste des chargeurs USB ou des jouets, on arrive à des taux incroyables de 96% de non conformité. Franchement, on s'attendait pas à ces résultats-là, ouais. Mais des produits justement testés, lesquels ont été testés pour connaître un petit peu ces niveaux de malfaçon ou pas des malfaçons, mais ce niveau de non conformité en fait? Oui, nous on s'est concentré sur les chargeurs USB, les jouets pour enfants de moins de 3 ans et les bijoux. Et franchement, les deux premières catégories nous ont vraiment surpris par l'ampleur du problème. En gros, sur les chargeurs USB, il y en a 51 sur 54 qui n'ont pas résisté au test de choc qu'on leur a fait subir. Donc les broches se tordaient, la coque se cassait. Parfois, il y en a qui ont surchauffé aussi. Il y en a qui étaient mal isolés à l'intérieur. Enfin, il causait vraiment des vrais risques d'électrocution, de surchauffe, d'incendie. C'est un vrai danger pour les utilisateurs et justement, ils ne sont pas forcément protégés parce qu'eux-mêmes ne savent pas que le produit n'est pas conforme en fait. Non, c'est ça. Les gens, ils achètent ces produits en pensant qu'ils bénéficient d'un appareil, bon, certes un peu bas de gamme, mais sûr et surtout pas cher. Et ils se rendent pas compte des risques qu'ils courent à l'utiliser. Ouais. Mais que font les douanes et la DGCCRF? Parce que ça me semblerait être la moindre des choses de contrôler, non? Le problème, c'est qu'on reçoit en Europe 12 millions par jour de petits colis qui viennent de Chine. On peut pas ouvrir tous les colis. Et puis c'est au fonctionnement. Est-ce que j'ai entendu hier un reportage sur le même sujet et ces deux sociétés ont dit qu'elles allaient régler le problème. Est-ce que vous y croyez à ça ? On l'espère fortement, mais franchement, ça m'étonnerait parce que c'est pas la première fois qu'on dénonce quand même ces problèmes de sécurité. Et en plus, moi, je les ai entendus aussi dire qu'ils avaient retiré les produits hier parce qu'on les avait prévenus. Ça fait plusieurs semaines qu'on les prévient. Donc effectivement, ils ont retiré des produits, mais il y en a encore aujourd'hui autant qui sont sur ces plateformes au même prix. Mais excusez-moi, j'ai importé du matériel électrique pendant 13 ans. Quand vous faites rentrer un produit en France, je me rappelle encore le code par cœur, c'est norme EN 6598-1-2, parce que j'ai fait des centaines de certificats de conformité. Quand les produits rentrent, on ne demande même pas un certificat de conformité. Le problème, c'est que maintenant, c'est des plateformes qui sont en Chine. Donc, qui est l'importateur ? Logiquement, c'est ça le problème. La plateforme devrait être responsable, mais elle a dit, écoutez, moi, je sais pas. Moi, je suis juste l'intermédiaire. Donc, il y a qu'à interdire les produits rentrés. Il n'y a qu'à interdire le produit rentré, parce que imaginez qu'un chargeur USB prenne feu et tue plein de gens dans un immeuble, après on va peut-être dire que c'est quand même un peu grave, non ? Mais là, il y aura des problèmes de responsabilité, en effet. Mais bon... De quoi ? Responsabilité de qui ? De la marque ou de l'acheteur ? C'est bien ça le problème, et ça peut être de la marque, sauf que les marques, on les connaît même pas. Il n'y a pas de marque sur ces produits. Ils sont vraiment pas chers. On ne sait même pas où sont les usines, et il n'y a pas du tout de suivi, de contrôle de qualité, quoi que ce soit. Et juste pour le lien entre Chine et le BHV à Paris, est-ce que là, on sait si les produits qui seront vendus au BHV seront conformes, en tout cas, à la réglementation ?
À mon avis, ils seront quand même plus conformes parce que déjà, ils auront été importés par une autre personne que le consommateur lui-même, donc il y aura vraiment un importateur. Et puis, je pense qu'ils vont pas s'amuser à mettre en rayon des produits non conformes, sachant qu'ils vont être très très surveillés. Donc, à mon avis, en plus, je pense qu'ils vont se concentrer sur les vêtements. Mais oui, là, je pense que ce sera plus sûr de l'acheter en magasin que sur la plateforme en ligne. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, et si vous étiez Premier ministre, ou ministre tout court même. De la fonction publique. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et effectivement, en l'occurrence de la fonction publique, c'est Marie-Christine que nous appelle d'Eure-et-Loire. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Madame la Ministre. Si vous me le permettez, appelez-moi Madame le Ministre. Ah pardon. Moi je préfère, mais certaines ministres préfèrent être Madame. Alors, parce que pour moi c'est la fonction, donc c'est voilà. Alors si vous étiez ministre de la fonction publique, quelle serait donc votre première proposition? Eh bien, écoutez, je pense que je me pencherai sur le nombre de fonctionnaires en France, qui est de l'ordre de 5 800 000 emplois publics en France. Si on doit, alors on n'a pas le plus grand nombre de fonctionnaires parmi les pays européens, mais je ne sais pas quels sont les statuts des autres dans d'autres pays européens. Comparons avec ne serait-ce que l'Allemagne, on devrait avoir, si on était au même niveau que l'Allemagne, à peu près 2 millions de fonctionnaires en moins. Je pense que il est absolument délirant d'avoir ce nombre de fonctionnaires. Je passerai sur les avantages qu'ils peuvent avoir. Il me semble que les fonctionnaires ont leur utilité, et notamment dans les emplois régaliens. Il n'est pas question de supprimer les fonctionnaires. Et les autres, vous en feriez quoi, par exemple? Les autres devraient être sous le statut de droit privé, tout simplement, parce qu'il est hors de question qu'il y ait presque 6 millions de personnes qui aient en France un emploi à vie, quel qu'il soit. Voilà. Alors, Madame le Ministre, je vois que ça plussoie du côté des vraies voix, et en l'occurrence Virginie et Philippe Bilger et Philippe David aussi, je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire. Je pense qu'on a un vrai problème de redéfinition du périmètre de l'État, qu'évidemment, il faut de l'efficacité. D'ailleurs, que ce sujet de l'emploi à vie est totalement dépassé. Quand vous regardez les jeunes générations, c'est pas forcément ce qu'elles recherchent, et on a besoin, au contraire, de concentrer les moyens de l'État sur ce qui est sa vraie mission. Vous avez parlé des missions régaliennes de l'État, et vous avez totalement raison. Sur le reste, du contractuel, et ça peut marcher très bien. Philippe. Madame le ministre, je devine déjà la multitude des manifestants dans la rue. Non, parce que c'est pour les nouveaux. Il faut le faire comme un nouveau statut pour les nouveaux. On en a débattu cette semaine. Madame le ministre a peut-être entendu quand on parlait des 15 000 prévisionnistes à Bercy, à l'INSEE et à la Banque de France qui se plantent et qui ont un coût exorbitant. Moi, je dis bravo, Madame le ministre. Et il faudrait que les fonctionnaires soient plus rémunérés à leur mérite et avec des vraies perspectives de carrière, moins nombreux mais mieux payés. Évidemment. Le mérite, c'est bien. Et une ministre issue du département, votre département natal, Cécile. Oui, exactement. Donc, Marie-Christine, Madame le ministre, je demande au secrétaire général de l'Élysée d'annoncer votre nom lundi matin sur le perron. Bien entendu. Merci beaucoup, en tout cas. Pas de problème, j'assume. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Ras le bol des censeurs. Là, je suis énervé. Pas des ascenseurs. Non, pas des ascenseurs. Des censeurs. Et tout de suite. Thomas Binet, la copropriété, ça touche beaucoup de monde. Eh bien, écoutez bien ça. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on aborde aujourd'hui la question du comptage de l'eau et du chauffage dans les copropriétés. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet.
Philippe, le comptage de l'eau et du chauffage concerne de très nombreux copropriétaires. Pour commencer, pourquoi ce sujet est-il devenu central, pour pas dire crucial, ces dernières années? Le comptage individuel de l'eau et du chauffage central est en effet devenu un enjeu majeur pour 3 raisons principales. D'abord, la maîtrise des charges. Répartir équitablement la consommation permet de responsabiliser chacun. Ensuite, l'aspect environnemental. Mesurer, c'est déjà agir, et l'individualisation incite à limiter les gaspillages. Enfin, il y a la réglementation européenne et française qui incite plus que fortement à des solutions de comptage individuel. Alors justement, Philippe, beaucoup de copropriétaires confondent le comptage individuel et la répartition des charges collectives. Pouvez-vous nous clarifier un petit peu cette différence? Oui. En copropriété, l'eau et le chauffage sont souvent fournis collectivement, mais leur consommation réelle varie énormément selon les foyers. Le comptage individuel consiste à installer des compteurs dans chaque appartement. Ainsi, chacun règle en fonction de ce qu'il consomme et non plus uniquement selon sa quote-part de tantième ou la superficie de son logement. Et est-ce qu'il existe encore des freins ou des résistances à l'installation de ce type de dispositif? Oui, plusieurs. Le premier est financier. L'installation initiale représente un coût pour la copropriété, donc pour les copropriétaires, et certains d'entre eux craignent un retour sur investissement trop long. Le deuxième est culturel. On entend parfois des craintes liées à l'intrusion ou à la complexité technique. Enfin, il y a la question des bâtiments anciens, avec des réseaux d'eau et de chauffage très complexes, où la pose de compteurs peut être plus délicate et donc plus chère. Mais globalement, avec la baisse du coût des équipements et l'évolution des mentalités, ces freins s'atténuent. Alors parlons justement de la technique. Quel type de compteurs sont disponibles aujourd'hui pour les copropriétaires? Concernant l'eau, on utilise désormais majoritairement des compteurs divisionnaires électroniques ou mécaniques, souvent équipés de modules radio, pour pouvoir relever la consommation à distance, ce qui évite le principal écueil rencontré dans le passé, l'absence des occupants lors des opérations de relève des compteurs, ce qui obligeait à des calculs d'apothicaire. Désormais, on peut relever les compteurs, que l'occupant soit présent ou pas. Et pour le chauffage, Philippe, ça se passe comment? Pour le chauffage, on a 2 options. Les répartiteurs électroniques sur les radiateurs existants ou bien des compteurs d'énergie thermique en pied de branchement. Cela permet une mesure plus fine. L'avancée majeure, c'est également le relevé automatique à distance, ce qui évite les litiges et simplifie la gestion de ces dispositifs. Alors du côté de la réglementation, on va regarder un peu ce que ça donne. Quelles sont aujourd'hui les obligations pour les copropriétés? Depuis plusieurs années, la réglementation française impose l'individualisation des frais de chauffage collectifs dès lors que le bâtiment permet techniquement l'installation de ces dispositifs. Pour l'eau, la loi n'impose pas le comptage individuel, mais l'encourage fortement, et c'est une tendance de fond. Alors certaines copropriétés craignent que la complexité entraîne plus de conflits. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Au contraire, les conflits naissent souvent du manque de transparence. Quand vous disposez du relevé exact et daté, il ne reste plus beaucoup de place pour le doute et les conflits. On peut dire que globalement, la précision réduit les tensions. Au demeurant, je vous en prie. Certains pensent que les syndics incitent au comptage parce que ça leur facilite trop de travail. C'est une idée complètement fausse. Ouais. Le comptage, ça complique le travail des syndics. Il est plus facile de faire une règle de 3 que de relever tous les compteurs. La précision est faite. Merci à vous, Philippe. On vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et vous avez encore la possibilité de remporter un très joli cadeau avec cette très jolie montre Kelton. C'est la marque icône pop de l'horlogerie française. Et c'est facile. Inscrivez-vous au 0... non, pas du tout. En indiquant 7, 20, Sud. Voilà, 7 20 18. En indiquant Sud, SUD sur un SMS. Et vous l'envoyez au 7 20 18. Dépêchez-vous. Vous avez encore une demi-heure. Et parmi tous ces gens, l'un de vous sera, ou l'une de vous sera tirée au sort. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village dans lequel se trouvent de nombreux auditeurs de Sud Radio, puisqu'il s'agit d'Auch, préfecture du Gers et capitale de la Gascogne.
Pourquoi Hoche ? Parce qu'il semble que la liberté d'expression est gravement menacée dans ce département par certaines personnes qui se croient tellement supérieures moralement qu'elles se considèrent légitimes pour dire ce qui peut être vu ou pas. Ainsi, l'association Ciné 32 a envoyé un mail aux différents cinémas du département leur demandant de ne pas programmer le film Sacré-Cœur, arguant entre autres que, je cite, c'est un film d'extrême droite. Assimiler Jésus-Christ à Hitler, il fallait oser, mais comme le savent les mordus du 7e art, certains osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Autre argument extraordinaire. La SNCF et la RATP ont refusé la campagne d'affichage car le film est trop confessionnel et prosélyte. Un argument à pleurer de rire quand on voit les campagnes d'affichage acceptées par la RATP. La dernière en date, la promotion de la tournée du rappeur Riles qui n'a pas hésité à participer à une émission de télévision vêtu d'un t-shirt Free Palestine écrit en hébreu, et à avoir sur la pochette de son dernier CD une main maculée de sang, symbole pro-palestinien du lynchage de 2 soldats israéliens, Youssef Avrahami et Vadim Nouritz à Ramallah le 12 octobre 2000. Mais là, pour la RATP, ça n'a rien de prosélyte, comprenne qui pourra. Mais le plus tragique dans tout ça est que ces censeurs n'ont même pas le courage d'assumer leurs actes. La preuve, la fin de leur mail où il est écrit « Merci de garder ce mail en interne et de ne pas le faire circuler ». Il est vrai que ce comportement de petits bureaucrates de commission de censure n'est franchement pas valorisant, mais cumulé avec un manque total de courage, ça fait franchement beaucoup pour des gens qui se voient comme des parangons de vertu et de la vertu et des bonnes mœurs, les nouvelles dames patronesses de notre époque. Depuis 1971 et le fameux « Messieurs les censeurs, bonsoir » de Maurice Clavel, les mœurs n'ont absolument pas changé. Messieurs les censeurs, bonsoir. Tout ça est bien triste. Depuis la mésaventure de Benoît Payan à Marseille... Qui a été contredit par la justice. Absolument, on aurait pu espérer que plus personne ne tomberait dans cette absurdité que vous dénoncez. Alors je vous coupe, le mail datait du 14 octobre, la décision de justice de Marseille du 25 octobre pour être parfaitement honnête. Donc il ne pouvait pas savoir, mais il reste tout de même cette perversion du 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que la liberté d'expression pour certains n'est acceptable que si elle sert l'idéologie de gauche, voire d'extrême gauche, ou en tout cas tout ce qui est de nature à nuire à la pensée conservatrice. On peut quand même saluer la présence quand même du maire qui avait demandé à ce que ce film ne soit pas diffusé et qui, après les résultats en justice, finalement est allé sur place. Non, Benoît Payan. Benoît Payan a quand même assisté. Mais lui, il a été très correct. Voilà, il s'était trompé à l'origine. Voilà, c'est ça. Mais il a pas relevé. C'est important de le dire. Je préfère qu'il le dise. Non, mais on est encore dans des coups de butoir permanents sur la liberté d'expression. Et puis là, c'est pire que ça, hein. On est en train de renier quand même nos racines judéo-chrétiennes. Donc on parle beaucoup des problèmes d'antisémitisme et dès qu'une mosquée est attaquée, etc. Mais il ne faut pas oublier que les premiers qui sont visés quotidiennement, ce sont les catholiques dans notre pays. Et on n'en parle pas assez. Et c'est sur ce film, mine de rien, c'est quand même phénoménal qu'il puisse y avoir effectivement une censure. Je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas ce qu'il contient. D'autant plus qu'il a du succès. Mais je trouve fou l'explication qui est donnée pour tenter de le censurer. Je trouve ça fou et très inquiétant. Il y a un maire du Gers, le maire d'Eoz, qui a outrepassé ses consignes, on va dire ça comme ça, et qui a fait diffuser a priori le film dans une salle municipale. Eoz, c'est un très joli petit village quelque part entre Mont-de-Marsan dans les Landes et Auch dans le Gers. Et puis c'est pas très malin, je trouve, de censurer, parce que plus vous avez envie de censurer quelque chose, plus les gens ont envie de le voir. Ah oui. Donc ça, c'est sûr, ça donne très envie d'aller voir. Et puis surtout, merci à la fin, merci de garder ce mail en interne et de ne pas le faire circuler tant ils ont honte de ce mail. C'est quand même extraordinaire. Quel courage. Pourquoi le faire ? C'est toujours la question. Merci en tout cas, vous restez avec nous dans un instant. La question du soir, êtes-vous favorable au droit de vote à 16 ans pour les élections municipales ? Oui, c'est une proposition de la députée socialiste Céline Hervieux. Et bien pour le moment, vous dites non à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour moi non, 16 ans pour voter au municipal ou à d'autres élections, c'est trop jeune. Bon, sauf évidemment pour les élections de délégués de classe. Allez, on en parle dans un instant avec nos vraies voix, Virginie Calmels et Philippe Bilger. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David.
Et c'est la dernière ligne droite de cette émission vendredi. Voilà, en tout cas, on vous remercie pour cette semaine déjà passée à vos côtés. 0826 300 300, bien entendu, si vous voulez partager et composer ou discuter ou débattre avec nos vraies voix du jour. Êtes-vous favorable au droit de vote à 16 ans pour les élections municipales, Philippe ? Eh bien, pour le moment, vous dites non à 95%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. C'est donc la question du soir. Et si on votait à 16 ans aux prochaines élections municipales? C'est en quelque sorte l'appel que signent dans une tribune 32 maires. On doit vous dire ce qu'on en pense. Voilà. Oui, Anne Hidalgo à Paris, Éric Piolle à Grenoble, Mickaël Delafosse à Montpellier ou encore le maire de Bayonne. Bon, ce que je peux vous dire, oui. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit Voilà, le droit de vote aux élections municipales et pourquoi pas étendu à d'autres élections, Philippe Bilger ou Virginie Calmels. Alors, immédiatement, je serais plutôt de l'avis de Philippe tout à l'heure, même si je mettrais quelques amendements. Il est évident qu'aujourd'hui, cette proposition de la députée Hervieux paraît absurde. On a une jeunesse, une certaine jeunesse, en tout cas à 16 ans, qui ne brille pas par la conscience politique, ni par la culture, ni par l'intérêt pour les choses du monde, et donc, a priori, je dirais, c'est aberrant de proposer cette disposition. Mais je ne me contredis pas, je mets juste un bémol. La seule réserve que je pourrais faire, c'est que, est-ce que le fait de permettre le vote à 16 ans, comme parfois il y a des personnalités médiocres qui sont transcendées par la fonction qu'on leur donne, est-ce que ça ne permettrait pas de créer une maturité chez des jeunes de 16 ans qui ne l'ont pas, avec la responsabilité qui pourrait leur échoir? C'est une question que je pose. Alors, plusieurs observations. La première, c'est que l'âge légal de vote, il existe justement pour tenir compte de ce que vous venez de dire, Philippe, c'est-à-dire quelle est l'expérience minimale de vie citoyenne qui a été pratiquée et quelles sont les responsabilités publiques de ces personnes. Donc moi, il me semble que, évidemment, enfin moi je ne suis pas du tout favorable à l'abaissement et j'y vois quelque chose d'hyper clientéliste, parce que si vous regardez bien qui le réclame, c'est en général des personnes plutôt à gauche, considérant qu'au fond, l'extension de la base votante, notamment aux plus jeunes, serait probablement en leur faveur. Donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est pas du tout pour responsabiliser les jeunes voilà. C'est vraiment parce qu'ils pensent que ça aurait un effet bénéfique, clientéliste, pour un vote plus à gauche. Et deuxième remarque, les jeunes ont la possibilité de s'engager autrement et ils ne le font pas assez. Ils le font peu. Et notamment, vous avez les conseils municipaux de la jeunesse. Vous avez moi j'ai assisté quand j'ai été élue à Bordeaux. Les conseils municipaux de la jeunesse, c'est hyper intéressant. Vous voyez des élèves, alors jeunes, qui viennent, qui siègent, qui font. Alors là, c'était plutôt au collège de mémoire. C'était des collégiens, donc on était vers 11 ans, 12 ans, 13 ans. Un peu plus, voilà. Mais ils viennent avec des propositions. Ils ont réfléchi. Alors Philippe, vous le disiez tout à l'heure. En fait, c'est l'âge de se faire élire délégué de classe plutôt que d'avoir le droit de vote. Mais ce qui était sympa, c'est que c'est un premier pas vers la citoyenneté. Et il y a plein de choses en la matière. L'apprentissage civique, on peut faire du bénévolat, on peut avoir des projets locaux, mais par pitié, ne tombons pas dans ce piège clientéliste qui est simplement quelque chose qui est demandé par la gauche parce qu'elle pense que les jeunes votent plus à gauche que les vieux. Et puis à l'Assemblée nationale, il n'y a pas quelque chose où parfois on donne l'exemple à des jeunes, comment ça fonctionne? Ah non, des jeunes qui visitent l'Assemblée nationale, ça, il y en a régulièrement. Mais même qui ont pu faire l'Assemblée des enfants. Oui, mais c'était un truc de com. Comme le conseil municipal des jeunes. Moi, je crois que, je le répète, c'était dans le teasing, c'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir. Si on a le droit de vote, on a tous les devoirs qui vont avec. Notamment, par exemple, on n'a plus l'excuse de minorité. D'accord ? Alors ça, quand vous dites à certains, vous donnez le droit de vote à 16 ans, mais vous supprimez l'excuse de minorité, je peux vous dire qu'ils font des bons comme ça, ils disent mais vous n'allez pas envoyer des gamins en prison. Mais excusez-moi, mais si vous avez le droit de vote, c'est que vous avez les devoirs d'une personne majeure et responsable de corps et d'esprit.
D'accord ? Et autre chose, je suis d'accord avec ce qu'a dit Virginie Calmels. En 74, Valéry Giscard d'Estaing, qui est élu, fait voter les gens de 18 ans. Ça lui a coûté très cher en 1981 parce qu'une très grosse majorité des jeunes a voté Mitterrand. Et si Giscard d'Estaing n'avait pas pris cette mesure, peut-être aurait-il été réélu le 10 mai 81. Mais plutôt que ça, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer, en tout cas, la participation des jeunes qui ont 18 ans, qui eux ne votent pas? Parce qu'à chaque fois, si on élargit, bientôt on demandera aux enfants de 4 ans de voter. Vous avez raison, il faut que ceux qui votent aujourd'hui, il y aillent déjà. Je pense qu'il faudrait déjà